Quand on parle de la Grande Guerre, il y a des mots, des noms qui viennent immédiatement à l'esprit, des noms de bataille bien sûr, Verdun, le chemin des Dames, la Marne et ses taxis. Pourtant, la Première Guerre mondiale aurait pu prendre une toute autre tournure sans une autre bataille. Oubliez celle-là, la bataille du Grand Couronné près de Nancy. Elle fut sanglante, elle fut dramatique, quelques semaines seulement après le début des hostilités. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Un lieu, une histoire. Nous sommes ici à l'est de la ville de Nancy, sur le site de la nécropole de Champenoux, une nécropole qui a été érigée après-guerre en 1919. Ici même reposent des milliers de soldats morts pour la France au cours de cette bataille oubliée. André Rossineau a été maire de Nancy pendant de longues années. Il préside aujourd'hui la communauté urbaine du Grand Nancy. Et pour lui, évidemment, cette bataille du Grand Couronné fait partie intégrante de l'histoire de sa ville. Il y avait eu une bataille, première bataille, plus en amont, et qui s'était déplacée jusqu'à Morhange, où toutes les forces impériales étaient positionnées. Le Kronprinz préparait son entrée à Nancy. Et le repli s'était fait sur ce qu'on appelle le Grand Couronné, c'est-à-dire quelques éléments un petit peu à hauteur de 300 mètres d'altitude, c'est pas terrible, mais qui se succèdent le long, en quelque sorte, de la vallée de la Meurthe, jusqu'à Pont-à-Mousson et depuis Charmes dans les Vosges. Et puis il y a eu cette envie finalement des Allemands de forcer le passage du Grand Couronné et de s'emparer de Nancy. C'était vraiment un lieu absolument à défendre. Et il fallait fixer l'ennemi, et c'est ce qui s'est passé. Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, il était à Metz, au nord, ville annexée, ville allemande à l'époque. Il vient sur le champ de bataille pour précisément diriger les opérations militaires. Ils avaient beaucoup d'ambition sur cette bataille du Grand Couronné. Tout à fait, c'était la symbolique de l'entrée en France par le biais de la Moselle annexée. Et c'était symbolique et très puissant en termes d'image. En plus, Nancy était la grande ville de l'Est de la France qui n'avait pas été annexée. C'était un peu le Strasbourg d'aujourd'hui. L'organisateur de la victoire, c'est de Castelnau. C'est pas Foch. Foch commandait une des armées. Mais le patron, c'était de Castelnau. Et l'antagonisme entre Foch et de Castelnau est né du différent tactique stratégique de cette période. Eh bien justement, André Rossineau, je vous propose de regarder un portrait de ce général, de cet homme, Édouard de Castelnau. C'est l'homme de la victoire du Grand Couronné aux alentours de Nancy en 1914. Édouard de Castelnau connaît bien la guerre et ses sacrifices. Tout juste sorti de Saint-Cyr en 1870, il participe à la guerre franco-prussienne. Puis c'est aux côtés du général Joffre qu'entre 1911 et 1914, il élabore le plan finalement avorté pour reprendre l'Alsace et la Lorraine. Après la victoire du Grand Couronné, celui que l'on surnomme désormais le Sauveur de Nancy se voit confier la mission de protéger les armées françaises au nord de l'Oise. C'est le début de la course à la mer qui le mènera jusqu'à Amiens. En février 1916, c'est lui qui organise la défense de la bataille de Verdun avant de passer le flambeau à Foch et à Pétain. Catholique et légitimiste, ses idées conservatrices et religieuses lui valurent cependant l'hostilité de nombreux politiques, dont Georges Clémenceau, et il ne reçut jamais le bâton de maréchal. Voilà le portrait d'Édouard de Castelnau signé Marie Lebon. André Rossineau, combien de victimes au Grand Couronné en cet été 1914? Des journées, il y a eu jusqu'à 20 000 morts de part et d'autre. Et puis on n'était pas dans les meilleures conditions. Nos soldats étaient encore en pantalon garance
Vous imaginez le rouge dans les blés mûrissants, cette image, l'artillerie allemande les repérait de très loin. Et pendant 2 ou 3 ans, on a gardé encore ces pantalons, alors qu'il y avait déjà des habits Feldgrau chez les Allemands, avec une capacité de dissimulation. Donc ça a été, et des régiments entiers presque ont été décimés, des régiments de Tarbes, par exemple, du sud-ouest, étaient là, je dirais, dès le début de la guerre. Et cette guerre violente, humainement, des prises de villages, maison après maison, des incendies, des représailles, il y a eu beaucoup d'atrocités. De part et d'autre, tout le monde était très, très violent, tellement l'enjeu national était fort. Merci beaucoup, André Rossignol. Les batailles lorraines de 1914 ont bien sûr fortement marqué les populations. Le musée lorrain de Nancy revient sur ce premier été tragique, sanglant de la Grande Guerre. Francine Rose y est conservatrice, elle nous y attend. Bonjour Francine Rose. L'été 14, la Lorraine dans la guerre, on a presque oublié ce rôle de la Lorraine au tout début de la Première Guerre mondiale. Tout à fait, tout à fait. Les combats qui se sont déroulés au plus proche de la ville de Nancy, en Lorraine, mais au plus proche de la ville de Nancy, ont été occultés, malheureusement, par la bataille de la Marne, qui a donc vu la victoire des troupes françaises contre les Allemands. Et ce rôle de la bataille de Nancy, ou des batailles de Nancy, a été oublié. Il est difficile de se rendre compte de la réalité humaine de la guerre. On a effectivement des chiffres, on a des rapports officiels, on a des télégrammes officiels, on a une mine d'informations extraordinaires sur les données techniques de la guerre. En revanche, les populations civiles de Lorraine ont beaucoup souffert, effectivement. Je pense en particulier aux populations des villages qui se trouvaient sur le front, Nomny, Lunéville, Gerbévillers, qui sont des populations martyres. Mais la population de Nancy a souffert de manière, je dirais, morale plutôt. La ville de Nancy, on le sait, est une ville frontière. On est à 12 km seulement de la frontière allemande. Le canon tonne pendant plusieurs semaines aux portes de la ville. Les rumeurs les plus folles courent à travers la ville. On dit en particulier que les Allemands vont entrer dans la ville et que la ville va être occupée, ce qui heureusement n'arrivera pas. Mais tout cela génère pour la population civile, qui, ne l'oublions pas, est constituée presque essentiellement de femmes, d'enfants et de vieillards. Les hommes sont partis au front. Donc toute cette population fragilisée est très angoissée et c'est cela aussi qui l'a fait souffrir beaucoup. Il y a des personnages qui ont beaucoup compté pendant cette guerre de 14-18 ici à Nancy. Je pense en particulier à Gustave Simon. On le voit sur cette photographie. Il était adjoint au maire de Nancy et il a beaucoup œuvré pour, j'allais dire, le bien-être relatif des populations nancéiennes. Il a joué effectivement un rôle considérable dans l'organisation de la vie quotidienne des Nancéiens. Le maire de Nancy, qui s'appelait Laurent, était un jeune maire, a été mobilisé d'emblée et c'est donc Gustave Simon qui lui a succédé dans ce rôle d'organisation de la vie quotidienne. Gustave Simon en particulier a également, on va dire, œuvré pour assurer le ravitaillement de la ville, pour assurer l'ouverture d'hébergements pour les réfugiés, en particulier des hébergements dans des monastères, dans des couvents. Je dirais presque c'est le père des Nancéiens pendant la guerre. Ce tableau de Vers montre exactement l'esprit qui règne à cette époque. Le tableau que nous avons sous les yeux est un tableau qui traduit bien la tragédie telle qu'elle est encore vécue dans l'esprit des Alsaciens et des Lorrains, ne l'oublions pas. Nous avons ici l'Alsace et la Lorraine, la jeune Alsacienne et la jeune Lorraine, qui là ne sont pas vêtues comme on a pu avoir l'habitude de les voir avec leurs costumes traditionnels. Elles sont dans une forme de dépouillement. De la même manière, le paysage qui se trouve derrière elle est entièrement dépouillé et le profil de la cathédrale de Strasbourg pointe à l'horizon de manière plutôt tragique. François Cochet est historien, il est professeur à l'université de Lorraine-Metz et nous allons le retrouver au sommet de la butte de Mousson, au nord de la ville de Nancy.
Et de ce point de vue, vous allez le voir, eh bien, on peut embrasser l'ensemble du théâtre de cette bataille du Grand Couronné. Bonjour François Cochet. Nous y voici, François Cochet, en haut de cette butte de Mousson. On peut voir la ville de Pont-à-Mousson en contrebas, au nord la ville de Metz et au sud la ville de Nancy, avec, j'allais dire, l'ensemble du théâtre des opérations de cette bataille du Grand Couronné. Absolument, avec effectivement la ville de Mousson bombardée dès le 11 août 1914. Au loin, les Vosges qui déterminent l'action française des premiers jours de la guerre. Et bien entendu, le Grand Couronné de Nancy et son pôle de résistance après les revers connus par les Français à Morhange notamment. Donc là, nous embrassons la totalité du champ de bataille de mi-août 1914. François Cochet, en quoi la bataille, la victoire française du Grand Couronné change-t-elle la face de la Première Guerre mondiale ? Alors, la victoire défensive, il ne faut pas l'oublier, du Grand Couronné change en plusieurs étapes. Comment ça a changé, je dirais, le visage de la Grande Guerre? Parce que jusqu'alors, on pensait à une victoire rapide ou une défaite rapide, mais je veux dire à une bataille décisive. Or, toute une série de batailles qui ont lieu dans la mi-août 1914 ne sont paradoxalement pas décisives. Et du coup, les deux adversaires sont obligés de s'installer dans la guerre et de changer les modalités de combat qui étaient celles que l'on connaissait jusqu'alors du 19e siècle, héritées du 19e siècle. Est-ce qu'on peut dire également que cette victoire du Grand Couronné, victoire française, a permis d'autres victoires françaises? Je pense en particulier à la bataille de la Marne, beaucoup plus à l'ouest, bien sûr. Alors oui, bien sûr, la victoire du Grand Couronné permet à Joffre, sachant que ce pôle tient désormais sous la houlette de Castelnau, va permettre à Joffre de rapatrier des troupes pour alimenter la bataille de la Marne plus tard dans le mois d'août et début septembre 1914. Donc la tenue du Grand Couronné est absolument déterminante pour comprendre comment effectivement Joffre va pouvoir alimenter et gagner ensuite la bataille de la Marne. Est-ce que la Grande Guerre, celle de 14-18, a pris une toute autre tournure depuis ces événements de septembre 14, ici même? Alors, il y a un avant et un après, je dirais, bataille des frontières. Pas seulement le Grand Couronné. Le Grand Couronné doit être replacé dans un ensemble de batailles qui, effectivement, se soldent toutes par la déception de chacun des adversaires. Déception de remporter rapidement une guerre victorieuse, bien entendu. Et à partir de ces batailles, de l'ensemble des batailles des frontières, eh bien, effectivement, nous basculons dans une autre forme de guerre, qui est la guerre de tranchées, qui est la guerre qui s'installe, et qui est une guerre d'usure et une guerre industrielle. Et c'est à ce moment-là que cette guerre de position de 14-18, cette guerre de tranchées que vous évoquez, eh bien, commence véritablement. Absolument. Dès les combats de Bois-le-Prêtre qui sont ici, vous avez les premières tranchées qui sont creusées. À Morhange, les Allemands attendent les Français dans des tranchées déjà. Donc le système des tranchées est très présent dès les premières semaines de combat. C'est la fin de cette émission qui, je l'espère, aura sorti de l'ombre cette bataille méconnue du Grand Couronné. Une bataille, en tout cas, qui a changé la face de la Grande Guerre.